Bienvenue à tous et merci beaucoup de me rejoindre. Assurez-vous d'être abonné à World Affairs in Context sur Substack et Patreon pour accéder à plus de contenu exclusif. J'adorerais vraiment vous y retrouver. Suivez les liens dans la description de la vidéo pour rester connecté. L'UABO et l'Inde viennent de signer le Pacte des pactes, comme les deux parties l'ont appelé, le 27 janvier. Ce nouvel accord constitue en pratique une zone de libre-échange couvrant près de 2 milliards de personnes et environ un quart de l'économie mondiale. C'est énorme. Qui en profite et qui y perd? Et qu'en est-il des BRICS, me direz-vous? Et pourquoi Washington a-t-il manifesté son mécontentement? Entrons dans les détails dans la vidéo d'aujourd'hui. Pendant près de 20 ans, cet accord a été évoqué. Il a été bloqué, relancé, gelé, puis relancé à nouveau. Lorsque la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé l'accord depuis New Delhi, elle a déclaré, je cite, « Nous faisons l'histoire ». Le Premier ministre indien Modi a repris ce ton, qualifiant ce moment d'historique et affirmant qu'il allait remodeler le commerce, l'investissement et l'alignement stratégique entre deux des plus grandes économies du monde. C'est l'un des plus grands réajustements économiques de la décennie. Et je ne pense pas que ce soit une exagération. C'est aussi un geste très symbolique. L'Union européenne, mise sous pression par Trump, a dû renoncer à l'espoir de rallier l'Inde contre la Russie et contre la Chine. L'UABO doit désormais vivre dans un nouveau paradigme, dans ce nouveau cadre. Par cet accord, l'Inde a réaffirmé son engagement en faveur de l'autonomie stratégique et a montré une fois de plus qu'elle n'a aucune intention de se plier à la discipline d'un quelconque bloc. Au fond, l'accord élimine ou réduit fortement les droits de douane sur environ 90% des biens échangés entre l'Inde et l'Union européenne. Pour l'Europe, cela signifie un accès sans précédent à l'un des plus grands marchés majeurs les plus protégés au monde. Et pour l'Inde, très brièvement, avant d'entrer dans les détails, cela signifie des droits de douane nuls sur un large éventail d'exportations vers l'un des marchés de consommation les plus riches de la planète. L'ampleur à elle seule est stupéfiante. Les 1,4 milliard d'habitants de l'Inde, combinés aux 450 millions de l'Union européenne, créent une zone commerciale unique de 2 milliards de consommateurs, représentant ensemble environ un quart du PIB mondial. Les négociations ont commencé en 2007, mais elles se sont effondrées en raison de désaccords sur les droits de douane, la propriété intellectuelle, l'agriculture et l'accès au marché. La géopolitique a joué un rôle crucial dans l'accord entre l'UABO et l'Inde. Alors que l'Europe s'est volontairement coupée de l'énergie russe et vient tout juste d'adopter une loi interdisant toute importation restante de gaz russe d'ici 2027, les États-Unis, sous une pression protectionniste renouvelée, ont intensifié les droits de douane et les contrôles à l'exportation, non seulement contre la Chine, mais de plus en plus contre leurs partenaires et rivaux, y compris l'Union européenne. Pendant ce temps, l'Inde s'est retrouvée sous la pression des États-Unis, plus précisément à cause des droits de douane américains. Et à juste titre, elle est très réticente à accroître sa dépendance envers une seule puissance. Elle veut diversifier, ce qui est la bonne chose à faire. C'est quelque chose que l'Europe ne fait pas. Cet accord est donc le résultat des défis que je viens de décrire. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, a reconnu ouvertement que Washington est très mécontent d'une telle évolution. Il a déclaré que les États-Unis avaient beaucoup sacrifié. Et pourquoi serait-il mécontent? Eh bien parce que cet accord donne aux deux parties, à l'Inde et à l'UABO, un véritable levier ici. C'est une occasion d'élargir ce levier, de stimuler la croissance économique sans que les États-Unis soient directement ou profondément impliqués. Mais souvenez-vous, l'UE ne fera rien qui puisse nuire aux intérêts de Washington. Cet accord n'est donc pas un revers pour Washington car l'UE et, par extension, l'OTAN, ne peut pas se permettre de perdre le soutien de Trump. Ce n'est pas un accord anti-américain, pas du tout.
Donc, tout bien considéré, cet accord ne signifie pas une rupture avec Washington. Je tiens à le préciser, il s'agit simplement de se couvrir, de diversifier et de créer des alternatives. La coopération économique avec l'Inde ne sera pas non plus un terrain familier pour l'Europe. Je dois le préciser. La raison en est que le monde dans lequel le commerce servait de principale force de cohésion a disparu. Ce paradigme n'existe plus. Et aujourd'hui, l'Inde considère l'économie comme un instrument de sa propre souveraineté et comme une voie vers la modernisation à travers le slogan « Make in India ». Vous avez peut-être observé cela à travers les incitations à la production et la politique industrielle. En conséquence, Bruxelles devra faire de la place et apprendre à faire des compromis sur les exigences et les normes environnementales, ainsi que sur les attentes idéologiques, dirais-je. Tout cela constitue un nouveau modèle. Il semble s'agir d'un partenariat fondé non pas sur l'accord, mais sur la gestion des différences. Et il s'agit là d'un cadre entièrement nouveau, en particulier pour les États occidentaux. L'Union européenne a, en pratique, épuisé sa capacité à former de grandes alliances stratégiques à l'ancienne, de la manière dont elle le faisait autrefois, de la manière qu'elle privilégiait. Par conséquent, l'UE apprend à vivre dans ce monde entièrement nouveau, où les partenaires ne deviennent pas nécessairement des alliés, où la rhétorique fondée sur les valeurs cède la place à une interaction fonctionnelle, où la politique étrangère se transforme en une tâche d'ingénierie consistant à trouver un moyen de coopérer sans être pleinement aligné sur le plan idéologique, ce qui constituait auparavant la préférence vers laquelle tout État occidental semblait tendre. On pourrait dire que l'Europe, lentement et non sans réticence, s'était habituée dans les conditions de multipolarité. Dans le cadre de ce nouvel accord, les exportations de l'UE vers l'Inde devraient doubler d'ici 2032. Les échanges entre les deux parties ont déjà augmenté de près de 90% au cours de la dernière décennie, atteignant 120 milliards d'euros de biens en 2024, auxquels s'ajoutent 60 milliards d'euros de services. Cette croissance devrait désormais s'accélérer fortement. Les entreprises européennes bénéficieront d'un avantage de pionnier sur le vaste marché indien. Les droits de douane sur les machines, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les avions et les engins spatiaux seront supprimés ou fortement réduits, et les taxes sur les voitures, autrefois aussi élevées que 110%, seront progressivement abaissées à seulement 10%, avec un quota annuel de 250 000 véhicules. Les droits sur le vin passeront de 150% à entre 20% et 30%. Ceux sur les spiritueux tomberont à 40% et sur la bière à 50%. Les aliments transformés et les jus de fruits seront exempts de droits de douane. Pour les exportateurs européens, cela représente des économies de plusieurs milliards d'euros, jusqu'à 4 milliards d'euros par an. Et cela selon les responsables eux-mêmes de l'Union européenne. Les services sont tout aussi importants. Les entreprises financières européennes, les opérateurs maritimes et d'autres prestataires de services obtiennent un accès privilégié à l'Inde, alors que ces secteurs y ont traditionnellement été très strictement réglementés. Il s'agit du niveau d'accès au marché le plus élevé que l'Inde ait jamais accordé à un partenaire commercial. Pour l'Inde, les avantages vont dans le sens inverse, mais ils ne sont pas moins significatifs. Les droits de douane sur les textiles, les bijoux, les articles en cuir, les meubles, les produits chimiques et les métaux exportés vers l'Union européenne seront ramenés à zéro. Ce sont bien sûr des industries à forte intensité de main-d'œuvre, et ce sont précisément les secteurs que l'Inde développait pour créer des emplois à grande échelle sur son territoire et accroître l'emploi.
L'accord va également au-delà du commerce, et cet aspect me semble particulièrement intéressant. Parallèlement aux échanges commerciaux, l'Inde et l'Union européenne ont annoncé un nouveau partenariat en matière de sécurité et de défense, similaire à ceux que Bruxelles entretient déjà avec le Japon et la Corée du Sud. Et c'est assez significatif. L'Inde s'est traditionnellement appuyée sur la Russie pour son matériel militaire pendant des décennies, mais elle a progressivement diversifié ses fournisseurs tout en cherchant à renforcer sa production nationale. Ce nouveau partenariat avec l'UPPR dépasse donc les simples intérêts économiques et ouvre en quelque sorte la voie à l'Inde pour tirer parti d'un équilibre entre l'UPPR, la Russie, Washington et la Chine, puisqu'elle va s'approvisionner en équipement auprès de tous ces acteurs. La signature officielle aura lieu après l'examen juridique. On s'attend à ce que cela prenne 5 à 6 mois, avec une mise en œuvre probable d'ici 1 an. Mais la direction est désormais fixée et il est clair que cela va constituer un réalignement très important en matière de commerce, de développement économique et peut-être d'autres domaines à l'avenir. Cet accord s'inscrit également dans une tendance plus large. Rappelons que l'Union européenne a récemment finalisé des accords avec le Mercosur, l'Indonésie, le Mexique et la Suisse. Et l'Inde a signé des accords commerciaux avec le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, Oman et d'autres États, en particulier ceux représentant le Sud global. À présent, le plus important de tous ces accords ne concerne pas seulement les droits de douane sur les voitures, le vin ou les textiles. C'est une étape vers la refonte du commerce mondial et des partenariats. À mesure que de nouveaux détails seront disponibles, je vous tiendrai informé ici sur YouTube, ainsi que sur mon Substack et mon Patreon. Je pense qu'il s'agit d'une évolution fascinante avec le potentiel de transformer le commerce mondial tel que nous le connaissons. Alors, restez à l'écoute et assurez-vous d'être abonné à ces 2 plateformes pour plus de contenu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis très heureux que vous soyez là et que vous ayez passé un moment avec moi. Soutenez mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Aimez, abonnez-vous et partagez pour faire passer le message. J'ai hâte de vous retrouver ici demain. À bientôt.